réconcilier mon action, mes choix quotidiens, ce que je faisais dans ma vie chaque jour, avec l'histoire. Parce que j'avais l'impression que j'étais en marge de l'histoire, que je faisais quelque chose qui n'était pas en lien avec ce qui se passait vraiment dans notre monde. L'émerveillement, ça peut devenir la fascination. Et la fascination, ça peut devenir la sidération. Hello, moi c'est Victoria, une éternelle optimiste qui tente de placer l'émerveillement au cœur de l'écologie. Chaque semaine, je tends mon micro jaune à une personne qui m'inspire pour poser mes questions sur ce qui fait nos vies. À travers le parcours audacieux de mes invités, je questionne la confiance en soi, le sens d'une vie, l'amour, la liberté, l'écologie, bref, autant de sujets qui traduisent un monde qui bouge et qui rythme nos vies. Tout de suite, je t'invite à emprunter un nouvel œil pour regarder le monde et la vie sous un autre angle. Si j'ai une crise de quinte de tout au milieu du truc. Ouais. T'en prends, toi? Non, t'as ce qu'il faut. J'en ai, c'est bon, merci. Maxime Blondeau a le métier le plus passionnant du monde. Il questionne les évolutions historiques de notre société. En un mot, il est cosmographe. Un mot bien nouveau pour penser le nouveau monde. Tous les matins, un rituel. Écrire sur LinkedIn pour proposer un nouveau regard sur le territoire. Je suis son travail depuis quelque temps et je suis simplement bluffée par la rigueur et la richesse de ses partages. On s'est retrouvés à Paris, quelques minutes après son arrivée. Il était encore essoufflé, il a pris le micro jaune pour tenter de dénouer une question épineuse. Comment apporter un nouveau regard sur le territoire ? On en parle dans cet épisode riche en apprentissage, qui mérite un petit stylo à portée de main pour prendre quelques notes, parce que ça fuse. Avec Maxime sur Nouvel Oeil, on parle de territoire, de cosmographie et d'attention. J'espère que cette écoute t'invitera à porter un nouveau regard sur le monde. Salut Maxime. Bonjour. Je suis ravie de faire ta connaissance. On est à Paris, chez Alary, et tu arrives tout droit de Bretagne. Comment est-ce que tu te sens aujourd'hui, là, maintenant ? Je suis ravi d'avoir l'occasion de parler un petit peu de ce que je fais avec toi pendant quelques temps. Je sors du train, Ouais. donc il me faudra le temps, je pense, de lancer cette conversation, que je me mette dans les bonnes conditions. Mais déjà, je sens que ça va bien se passer. Écoute, tu es cosmographe, un mot que j'ai récemment découvert justement en faisant mes petites recherches sur ton parcours. Donc tu t'intéresses aux représentations du territoire et à tout ce qui les influence, que ce soit les récits, les croyances, la technologie. Donc en un mot, la cosmographie. Tu apportes un nouveau regard sur le territoire à travers notamment tes conférences, tes posts quotidiens sur LinkedIn et là plus récemment la sortie de ton livre Géosciences. Géoconscience. Géoconscience, c'est pas tout à fait la même chose. C'est une erreur classique, c'est assez marrant. On va commencer avec la question d'introduction du podcast que je pose à tous mes invités pour te mettre dans le bain. Qu'est-ce que la vie t'a appris jusqu'à aujourd'hui ? Alors, ce que la vie m'a appris jusqu'à aujourd'hui, plein de choses. Ce que la vie m'a appris jusqu'à aujourd'hui. Sortie du train, bam, Ouais, alors, cadeau. qu'elle est belle, qu'il faut la chérir, qu'il faut la prolonger, qu'il faut la partager, qu'elle est fragile, qu'elle est suspendue à un fil, et en même temps qu'elle est riche, qu'elle est intense. Voilà, ce que je pense, comme ça. Cette beauté en la vie, tu l'as toujours vue, tu as su la voir ou tu as appris à la voir ? Je pense qu'il y avait des prédispositions, mais que j'ai quand même appris à développer un regard qui me permet de ressentir de la gratitude vis-à-vis de l'existence. Alors je suis curieuse, comment est-ce que tu as appris à le cultiver, cet émerveillement ? C'est une lecture de ce qui arrive en fait, hein. C'est le verre à moitié plein ou à moitié vide, mais c'est aussi la culture du pouvoir de l'imagination et de la création que je me suis inculqué à moi-même, je crois. Bon, aussi mes parents, mon éducation, mais je l'ai fait beaucoup par la fiction, par l'imaginaire, par la lecture, par la bande dessinée, quand j'étais enfant, moi je m'endormais dans mon lit en me projetant dans l'endroit où je désirais être.
En fait, quand j'avais, je sais pas, 8 ans ou 10 ans, j'étais content d'aller dans mon lit le soir. En fait, comme mes parents me disaient, il faut que tu ailles te coucher. Et que j'avais pas vraiment envie d'aller me coucher, je me suis trouvé une raison d'apprécier aller me coucher. Donc, je m'allongeais, la tête sur le coussin, et je me disais, où est-ce que j'ai envie d'aller? J'ai envie d'aller sur une île déserte, dans une montagne, sur une plage, dans une forêt. Je plongeais en imaginant que mon rêve allait se passer à l'endroit où je désirais. Et en fait, mon épouse, qui est coach, qui fait du développement personnel, qui formait un tout un tas de choses comme ça, me dit, tu t'es entraîné à la visualisation. Et en fait, la visualisation, c'est l'idée que on a la capacité, par le pouvoir de notre imagination, de faire advenir des choses. Et c'est peut-être de là que les choses partent, et puis la capacité à s'émerveiller, en fait, d'une certaine manière, c'est aussi la capacité à croire en ma capacité, mon pouvoir à apporter un peu plus de beau dans le monde, parce qu'il est partout et qu'on peut y aller puiser dans ces merveilles. Donc il y a quelque chose comme ça. Et ce qui est assez révélateur, c'est que là, dans toutes les visualisations que tu nous as décrites, ce sont des paysages naturels. À aucun moment, tu nous as parlé de grandes villes avec des gratte-ciel et des voitures dans tous les sens. C'est vrai. Donc évidemment que l'environnement dans lequel on grandit façonne qui on est. Toi, tu as grandi dans les campagnes provençales et normandes, limousines et picardes. Donc tu as beaucoup voyagé, mais toujours au sein de la nature. Qu'est-ce que ces différents paysages ils t'ont transmis quand tu étais petit ? Une conscience de la variété, de la diversité. En France, je crois que sur un tout petit périmètre, sur une petite superficie, on a des paysages extraordinairement variés, des climats extraordinairement différents, des sols qui ont des couleurs changeantes, vraiment des paysages, une variété incroyable. Donc moi, quand j'ai grandi dans le Luberon en Provence, avec les sons, les bruits, les crissements du sud méditerranéen, eh bien, ça n'avait rien à voir avec quand je vivais dans le Cotentin, près de Cherbourg, ou aujourd'hui en Bretagne, ou à Paris, ou à Lyon. Donc, c'est la première chose, c'est cette incroyable diversité, cette infinie richesse. Et puis, il y a un endroit en particulier qui est celui d'où vient ma famille maternelle, qui est donc la région du Beaujolais vert, donc en gros les monts du Lyonnais, là où je suis né, mais où j'ai pas vraiment vécu. C'était l'attache familiale, quoi. Et qui est vraiment un monde rural, la terre, l'herbe humide et la forêt. Mon ancrage, mes racines, moi, je les place ici. Mais j'ai aussi appris à voyager dans mon enfance et dans ma vie d'adulte, dans des paysages et des mondes très variés. Et ton père, lui, t'a transmis le goût du vent, du ciel et de la mer. Pourquoi ? Alors, la famille de mon père, à l'inverse de la famille de ma mère, n'est pas du tout une famille rurale, paysanne, ancrée, enracinée. C'est au contraire une famille à travers de mon père, mon grand-père, son père à lui, de nomades en quelque sorte. C'est marin, aviateur pour mon grand-père, qui a vécu l'essentiel de sa vie dans les territoires d'outre-mer, Nouméa, La Réunion, Tahiti. Ce qui n'est pas le cas de mon père, mais j'ai quand même ce goût du ciel et du vent et de la mer. C'est quoi le goût du vent ? Alors ça, c'est vraiment un truc que j'ai depuis ma tendre enfance, parce que j'ai vécu de 6 à 12 ans à peu près dans la vallée du Rhône, vraiment dans le Mistral, dans différents endroits de la vallée du Rhône, on va dire entre Lyon et Marseille, et vivre son enfance dans un monde où le vent est aussi présent que le Mistral. Forcément, ça éveille une forme de curiosité pour le vent, et je me suis retrouvé dans ma vie d'adulte après à voyager souvent dans les endroits où il y avait des types de vent. Je faisais presque une forme de tourisme de vent, quoi, hein. Ah bah tiens, j'entends parler d'un vent connu, telle montagne, telle plage, telle région où les vents sont particuliers. Donc ouais, j'ai toujours une sensibilité pour les vents. Sans être moi-même ni un marin extraordinaire ou un aviateur incroyable, mais voilà, mon grand-père, elle faisait du planeur, donc du vol à voile, donc c'était vraiment quelqu'un qui avait lui aussi développé quelque chose par rapport au vent. Et c'est une lignée du côté de mon père, ils sont tous musiciens, donc de la guitare, de la flûte traversière pour mon grand-père, vraiment une ligne de musiciens et d'aviateurs et marins. Donc en fait, il y a le vent quelque part là-dedans. Et pourtant, tu as imaginé ta vie, en tout cas dans ses débuts universitaires, assez loin du vent. Tu es diplômé de l'université de Toulouse en anthropologie. Tu as aussi fait Neoma, Business School et Sciences Po.
Puis tu as découvert Paris à 17 ans et tu y as démarré ta vie d'adulte, notamment dans les ressources humaines, avant de finalement interroger ta vie et notamment le sens du travail. Ces interrogations, elles t'ont amené jusqu'au Tibet, en Chine et à Rome. Et puis tu es revenu en France en reprenant ta vie d'avant. Et en novembre 2015, tout a basculé. Il y a eu la succession de la COP28 et des attentats du 13 novembre à Paris qui t'ont poussé à la démission. Alors qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? Oui, alors COP21, celle des accords de Paris. Oui, j'ai dit COP28. COP28. Ah oui, elle est tellement ancrée dans ma tête. COP21, novembre 2015, c'est le combo Bataclan-accord de Paris. En fait, moi, à titre personnel, j'étais à ce moment-là pas engagé extraordinairement sur les questions climat ou les questions territoire, écologie, mais j'étais en couple avec quelqu'un qui préparait la COP pour les Nations Unies, qui était venu en France pour bosser là-dedans. Et donc moi, au début, d'un œil un peu lointain, je regardais ce sujet-là, puis finalement, je suis vraiment rentré dedans. J'ai compris plein de choses pendant quelques années. Et quand il y a eu ce double temps d'attentats, couvre-feu, impossibilité d'aller dehors juste avant les accords de Paris, dans les 15 jours, 3 semaines qui précédaient ce grand moment, là, j'ai vraiment eu c'est une claque, quoi, un tournant dans ma vie professionnelle, puisque j'ai décidé de tout changer et d'une certaine manière de réconcilier mon action, donc mes choix quotidiens, ce que je faisais dans ma vie chaque jour, avec l'histoire. Parce que j'avais l'impression que j'étais en marge de l'histoire, que je faisais quelque chose qui n'était pas en lien avec ce qui se passait vraiment dans notre monde. Donc c'est vraiment ça que j'ai voulu produire au moment de cette décision. Et alors tu dis que tu as remis en question les grands moteurs de ta vie. Quels étaient ces grands moteurs que tu as déconstruits au final ? Alors les grands moteurs de ma vie à ce moment-là, je dirais que c'était quelque chose qui était relié à la sécurité, au confort matériel. J'avais aussi une certaine idée du fait que comme j'avais fait des études, j'ai eu la chance pendant mon parcours de recevoir une éducation qui m'a permis de faire des bonnes études prestigieuses, éducation supérieure, tout ça. Je me suis dit, il faut que j'en fasse quelque chose, donc il faut absolument que j'aille dans une entreprise qui va me faire gagner de l'argent avec une carrière qui est à la hauteur de la chance que j'ai eue de pouvoir faire ces études supérieures. Donc j'avais ça comme moteur, plus le fait que je revenais de 2 ans presque en Asie et en Italie, où j'avais vécu très très pauvre. Vraiment sans argent. J'avais entre 30 et 50 euros par mois pour vivre après le loyer. Donc je payais mon loyer. Et après, vraiment, j'avais plus rien, quoi, pour manger, pour me déplacer, etc. C'est des temps où j'ai beaucoup lu, où j'ai beaucoup été dans des parcs, quoi, à Rome ou ailleurs. J'ai appris ce que ça pouvait être qu'une pauvreté extrême. D'ailleurs, physiquement, j'ai été abîmé à ce moment-là. Parce que tu ne mangeais pas assez ? Oh, je mangeais pas assez, je buvais pas assez d'eau. J'ai eu des problèmes de santé. Et je sais que ces problèmes de santé sont directement liés au fait que j'avais pas d'argent pour vivre. Donc ça a été aussi, à mon retour, quelque chose du type, bon, arrête de faire l'idiot, à un moment donné, gagne de l'argent, t'as les moyens de le faire, t'as cette chance, gagne un peu d'argent pour te mettre dans une situation confortable et sécurisée. Qu'est-ce que tu as appris de cette période de vie ? À Rome, cette période un petit peu... c'était vraiment un temps où je me suis repu de nourriture spirituelle, quoi. C'était beaucoup de lecture, beaucoup d'écriture. C'est ce moment-là où j'ai commencé à écrire, d'ailleurs. Pour moi, beaucoup lire. Je me suis baladé en Italie. C'est presque une promenade dans l'espace et le temps, puisque la ville de Rome, c'est une ville où il y a presque des strates historiques partout. Dans une rue, on peut avoir 3 ou 4 périodes de l'histoire humaine. Donc j'avais vraiment ce côté balade dans l'espace et le temps. J'en garde une expérience aussi presque spirituelle, parce que c'est une ville aussi très intense sur le plan religieux, mais aussi tout simplement parce que moi j'ai vécu comme ça dans une forme de dénuement. Et puis j'ai rencontré des gens aussi extraordinaires là-bas à Rome, du monde entier, parce que c'est quand même un point de rencontre du monde entier. Donc ça m'a apporté énormément de choses. Est-ce que tu penses qu'il faut justement nécessairement se mettre dans des situations de difficulté, de carence pour aller tirer en soi cette forme de spiritualité et cette créativité que tu as pu trouver dans l'écriture ? À moi, c'est même carrément mon moteur, c'est-à-dire que sortir de ma zone de confort, c'est devenir plus fort dans ma capacité à gérer l'incertitude. Donc,
moi, en gros, l'incertitude, c'est quelque chose qui va plutôt avoir tendance à me titiller. Ouais, mais dans le bon sens, Ouais. c'est-à-dire de me dire, génial, une situation incertaine, il va falloir s'adapter, il va falloir écouter et agir et choisir. Pour moi, l'enfer ou le drame, c'est une situation où tout est déjà écrit et en fait, je suis en prison parce que il n'y a rien d'incertain. Donc, sortir de sa zone de confort, comme je l'ai fait à plusieurs reprises dans ma vie. C'est sûr que ça a été un moyen, enfin en tout cas je l'ai vécu comme tel, de moi me renforcer dans ma capacité à m'adapter à des situations, à n'importe quelle situation. Donc oui, c'est quelque chose que j'apprécie, que je cultive, même encore aujourd'hui. Comment aujourd'hui? Moi j'ai un mode de vie depuis 18 mois où je me mets à chaque conférence un peu dans une situation où je suis hors de ma zone de confort parce que c'est un public nouveau, parce que c'est un cadre nouveau, un lieu nouveau, parfois c'est un sujet ou un angle qu'on me demande de prendre qui est nouveau. Alors c'est des petites prises de risque, hein, mais mine de rien, il y a ça quand même à chaque fois. Je suis pas sur une pièce de théâtre où c'est toujours la même. Un comédien dira d'ailleurs que c'est jamais pareil. Mais moi, je suis vraiment à chaque fois, j'essaye de réécrire ma conférence, j'essaye de m'emmener dans un lieu ou dans un endroit, même s'il est intellectuel, ou s'il relève de la performance ou de l'intervention, qui n'est pas habituel. Et ça, j'adore. Puis après, il y a aussi ce que je tente. Là, j'ai essayé de faire un livre. J'ai envie d'aller sur le terrain de la jeunesse aussi, des livres jeunesse. Je vais peut-être, c'est pas signé définitif, mais c'est probable, avoir une émission radio à partir du mois prochain sur une grande radio. Quand j'étais étudiant, j'ai voulu faire une comédie musicale, par exemple. Ce que j'ai jamais refait et que je ne referai jamais. Mais je me suis dit, allez, premier rôle, comédie musicale. Et donc, du coup, j'ai vraiment, typiquement, c'était pour me mettre dans une situation, mais extraordinairement inconfortable, devant 700 personnes, dans le théâtre à Reims. Voilà, c'est des choses que j'adore faire. Et c'est autant de choses qui te permettent de travailler sur les différentes perceptions du monde qu'on peut avoir. Toi, aujourd'hui, principalement, tu travailles sur la compréhension des mécaniques de l'attention, des médias et de l'information en tant que ressort, justement, de notre perception du monde. Et tu portes aujourd'hui un regard anthropologique sur les technologies que tu décris comme la programmation du monde. En quoi est-ce que le monde, il est programmé aujourd'hui ? Alors, en fait, il est programmé dans les deux sens du terme. C'est-à-dire que la programmation du monde, c'est à la fois la manière dont nous choisissons des dispositifs technologiques et nous les plaçons dans le territoire, et donc on programme le monde. On parle de programmation du territoire, par exemple. Le territoire, il est programmé sur 5 ans, sur 10 ans. On l'aménage. On va prévoir des déploiements d'infrastructures dans l'habitat, l'immobilier, le transport, etc. Donc en fait, on programme les ingénieurs beaucoup, mais aussi les élus, mais aussi les entreprises. On programme les territoires qui nous entourent. Mais à l'inverse, nous vivons aujourd'hui dans nos sociétés modernes, dans des espaces qui sont devenus extraordinairement technicisés. C'est-à-dire que on vit dans des infrastructures techniques, en fait, la plupart du temps. Et même les espaces naturels, les forêts, les champs, les prairies, etc., ont été pour partie transformés par l'homme. Donc en fait, on est dans des territoires qui sont technicisés, donc le territoire nous programme par l'intermédiaire de ces dispositifs techniques qui sont partout. Donc la programmation du monde, c'est à la fois comment nous choisissons de programmer le monde et comment ce qui nous entoure nous programme. Et donc c'est très valable pour la question du numérique. Moi j'ai été depuis 10 ans passionné par cette question, qu'est-ce que le numérique change à notre perception de l'espace et du temps, et comment on peut nous déployer le numérique ou orienter ces technologies pour choisir ce à quoi nous voulons prêter attention. Et donc ça m'a permis de poser la question, quel est l'essentiel ? Quel est l'essentiel ? Qu'est-ce qui est vital autour de nous ? Et c'est ce que je partage depuis maintenant 2 ans sur les réseaux sociaux. Quelle est ta réponse à ça ? Qu'est-ce qui est essentiel ? Alors, ce qui est essentiel, ce serait, je pense, les conditions de la vie. Et nous, en tant qu'individus et en tant que collectif, on agit sur les conditions de la vie. Et les conditions de la vie, c'est les conditions du bonheur, c'est les conditions de la justice, c'est les conditions du bien-être, de la survie, mais aussi de la création, de la continuité, de la résilience. Donc en gros, l'essentiel pour moi, c'est les conditions de la vie. Et pas seulement la nôtre, d'ailleurs, en tant qu'humain. Puisque nous dépendons, notre vie à nous dépend des vies qui sont non humaines. Donc voilà, je dirais que l'essentiel, c'est les conditions de la vie. C'est très
rapide comme façon de parler, mais ça inclut à la fois le territoire, l'espace qui nous entoure et la façon dont il est composé, arrangé, transformé par notre action et notre vision, mais aussi le vivant lui-même. Donc les dynamiques biologiques, le monde animal, le monde végétal, le monde microbien, qui composent aussi les conditions de la vie. Et pour ça, ça nécessite aussi une certaine prise de recul pour justement se rendre compte des différentes programmations dont on peut être victime et qu'on suit pour la plupart tous à la lettre. Pour cette prise de recul-là, toi, tu invites à la mise en récit, à la manière de raconter les choses, notamment par l'articulation d'un texte avec une image. Donc, tu as suivi une formation de scénariste en bande dessinée et tu as commencé à partager tes publications sur LinkedIn. Aujourd'hui, ce sont plus de 100 000 personnes qui te lisent quotidiennement, à 8 heures, tous les jours. Ton sujet de prédilection, c'est la cosmographie, donc la manière de se représenter le monde, et tu parles aujourd'hui d'une crise cosmographique. C'est des mots assez loufoques. Qu'est-ce que c'est ? En fait, la cosmographie, ce serait la façon dont on se représente l'univers, donc la façon dont on se représente l'espace et le temps, la façon dont on se représente les circonstances de notre existence, mais aussi les conditions de notre existence ou tout simplement les formes de ce qui nous entoure et de ce dont nous dépendons. Donc la cosmographie, littéralement parlant, enfin au sens strict du terme, c'est l'ancêtre de la géographie. Donc la géographie, c'est une discipline qui est apparue au 19e siècle. Mais pendant des milliers d'années auparavant, les savants, on va dire du monde grec, du monde au Moyen-Âge, qui essayaient de dessiner des cartes ou qui s'interrogeaient sur la distance de la Terre à la Lune ou qui se posaient la question du Soleil et de sa place dans l'univers, c'était des cosmographes. Et il y avait une dimension très physique. En fait, ils faisaient de la cosmographie physique, des sciences physiques. Et moi, je viens plutôt des sciences humaines. Puisque, comme je le disais tout à l'heure, comme on le disait, j'ai fait une école de commerce, j'ai fait Sciences Po, et j'ai fait de l'anthropologie à l'Université de Toulouse. Donc moi, je viens plutôt des sciences humaines. Et je me suis dit, la cosmographie, aujourd'hui, elle existe encore dans les universités en sciences physiques. C'est plutôt une branche de l'astrophysique, en fait, qui étudie la naissance des galaxies, la naissance des étoiles, la façon dont, dans l'univers lointain, les choses apparaissent, vivent et meurent. Ça, c'est la cosmographie au sens physique. Et moi, je me suis dit, mais est-ce qu'on ne pourrait pas inventer une cosmographie au sens des sciences humaines ? Donc, qui vient poser la question des représentations, des récits, des systèmes de croyances, donc très liés aux religions, mais aussi liés aux idéologies, en fait, la façon dont on va construire des systèmes pour penser le monde, mais le monde au sens à la fois physique et biologique du terme. Et pourquoi est-ce que ça s'est aligné d'un coup avec mon travail ? Puisque quand moi j'ai étudié le numérique et ce que le numérique essayait de faire ce que le numérique est en train de faire à l'humanité, j'ai réalisé que le numérique changeait justement notre perception de l'espace et du temps. Et que dans notre rapport à la nature, mais il y a cette question de connexion, déconnexion. Dans notre rapport au numérique et la façon dont on déploie nos technologies, il y a cette question de connexion et de déconnexion. Et en fait, je me suis posé la question du lien entre les deux. Et donc, en gros, la cosmographie, aujourd'hui, moi, je l'emploie, j'utilise ce terme comme étant la science ou l'art de représenter le territoire avec les moyens, notamment médiatiques, dont on dispose, les images, les vidéos, la cartographie, les infographies, les chiffres, les nombres, la comptabilité. En gros, tous les moyens dont on dispose pour nous représenter le territoire. Et en quoi le numérique, aujourd'hui, il impacte notre manière de voir le monde ? Alors, à plusieurs niveaux. On va dire le niveau de l'imaginaire, c'est-à-dire la production d'images. Et le partage d'images, c'est incroyable, que ce soit des grands réseaux sociaux de photos comme Instagram ou les vidéos sur TikTok, Facebook ou LinkedIn aussi maintenant, ou même, on va dire sur Internet de manière générale, sur nos mobiles, on reçoit énormément d'images du monde. Beaucoup plus que les générations précédentes. Aujourd'hui, on peut très facilement accéder à une image de Tokyo, de Rio de Janeiro, d'une campagne africaine ou de Russie. Et donc ça change ce qu'en anthropologie, on peut appeler le volume géographique mental. Ça veut dire la quantité de géographie qu'on se représente. Donc le numérique
fait exploser ces barrières qui étaient celles des générations précédentes, où en fait on se représentait le village, la vallée, le bourg, la ville principale, et puis la capitale où on allait quelques fois dans sa vie. Donc ça, c'est la première façon de changer comment le numérique change notre représentation du monde. Mais il y en a une autre qui est tout aussi importante, c'est celle des données. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le tissu économique, les entreprises, les politiques publiques, donc la façon de gérer dans les administrations, les territoires, et la science, a accès à énormément de données. Il y a une production de données par le numérique qui est colossale et qui joue aussi un rôle, parfois en bien, parfois en mal, sur nos représentations. Et c'est en ça que tu dis que la représentation du territoire par notre génération, aujourd'hui, elle est bouleversée. D'où l'intérêt peut-être de remettre de la conscience sur le regard qu'on peut poser sur nos territoires. D'où le titre de ton livre, Géoconscience et non Géoscience. Comment est-ce qu'on peut remettre de la conscience dans ce qui nous entoure ? Alors moi, je travaille sur la conscience de l'espace et la conscience du temps. C'est ça la cosmographie d'une certaine manière. Donc on peut se poser la question, quelle est notre conscience de l'espace ? Dans le livre, j'ai proposé 3 échelles, 3 dimensions. L'échelle planétaire, donc l'échelle globale. De quoi avons-nous conscience à l'échelle globale ? Donc il y a de nouveaux enjeux qui ont émergé ce dernier siècle, notamment liés au numérique et aux données. C'est le climat, c'est les enjeux de l'océan, c'est les enjeux de la biodiversité, et ça se produit à l'échelon global, planétaire. Donc il y a cette conscience-là qui fait son chemin et qui doit d'une certaine manière s'intégrer dans nos décisions quotidiennes locales. Après, il y a la représentation du territoire. Le territoire, au sens où je l'entends, c'est justement ces conventions que l'on va, sur lesquelles on va s'accorder pour décider d'appeler un espace-temps un territoire. Ça peut être un jardin, ça peut être une commune, ça peut être une région, ça peut être une nation, ça peut être un continent. La Terre elle-même est un territoire le plus grand possible, en tout cas en ce qui concerne l'humanité pour l'instant, ou le système solaire, bref. Donc en gros, le territoire, c'est justement ce jeu arbitraire ou conventionnel dans la façon que l'on a de nommer les lieux. Et puis ensuite, il y a le milieu. Et là, le milieu, c'est celui sur lequel on n'a pas prise, au sens où on ne va pas arbitrairement décider de ce qu'il est, puisque c'est l'endroit où l'on se trouve. Quand on se trouve quelque part, eh bien, on est en interaction avec un milieu composé de vivants, un milieu composé de géographie, un milieu composé de technique. Donc ça, c'est une proposition que je fais dans ce bouquin, puisque c'est 3 chapitres, c'est le niveau monde, le niveau territoire et le niveau milieu. J'essaie d'articuler ça sous la forme de ce que j'appelle une pensée intégrale du territoire. Intégrale qui veut pas dire exhaustive ou totale. C'est intégral, ça veut dire qu'on essaye d'intégrer les dimensions les unes dans les autres. C'est un exercice qui est difficile à faire. Mais c'est ce que j'essaye d'appliquer là dans ce petit bouquin. Tout cela étant dans un même objectif qui est celui peut-être de retrouver un équilibre. Sur Instagram, tu as écrit des vœux pour la nouvelle année, en nous souhaitant que cette année nous guide sur la voie de l'équilibre entre paix intérieure et extérieure, car il nous faudra les deux. Oui. Cet équilibre, est-ce que toi tu l'as trouvé ? Alors non, je pense que c'est un équilibre instable, c'est un équilibre dynamique, donc en fait il est jamais figé. C'est évidemment une conversation que j'ai très très souvent avec ma femme Maud, qui est sur les sujets développement personnel et équilibre personnel. Elle a écrit un bouquin dont le sous-titre est « Toutes les révolutions commencent par une révolution intérieure ». Et son message, c'est de dire que les femmes vont s'émanciper si à l'intérieur d'elles-mêmes, elles croient en leur capacité à s'émanciper. Bien sûr. Et donc elles sont responsables de leur propre liberté. Et le titre principal de son livre, c'est quoi ? Big Bang féministe. Ok. Et moi, je suis vraiment beaucoup plus sur l'idée que non, il faut agir sur les structures parce qu'on est super déterminé. On est super déterminé par des systèmes de croyances qui en fait influencent nos décisions, qui influencent totalement notre regard. Il y a des dimensions entières de la réalité qu'on ne voit pas parce que en fait, on est dans des schémas mentaux, culturels, sociétaux, techniques qui orientent notre regard. Donc moi, je suis vraiment beaucoup plus sur agir sur l'extérieur. Pour changer son intérieur. Et d'ailleurs, la science, là je suis en train de réfléchir sur non plus le géoconscience, mais le bioconscience, qui va être le livre d'après, un nouveau regard sur le vivant. Petit spoil, ouais. Et en gros, par exemple, l'épigénétique, c'est ce qui a été découvert ou développé par les biologistes au XXe siècle, c'est l'idée que l'environnement agit sur nos gènes. Donc en fait, le milieu dans lequel on se trouve nous change
au sens strict du terme. Et en fait, c'est cette idée que quand on se place dans un environnement ou quand on influence notre propre milieu, on influence notre propre intérieur. Donc, bien sûr, l'idée, c'est que c'est en réconciliant les deux, en alignant les deux, qu'on va réussir à améliorer nos conditions de vie, qu'elles soient intérieures ou extérieures. C'est pour cet environnement sain que tu as choisi de t'installer en Bretagne? Oui, ouais. La Bretagne, c'est un endroit qui est battu par les vents, mais qui en même temps est proche de l'océan, qui est pas si loin de Paris et qui est très changeant. Ouais. En fait, le climat de la Bretagne, et dans une seule journée, on a vraiment plusieurs météos. Et c'est quelque chose que j'adore. Moi, ça me nourrit, ça me crée ce mouvement, cet enthousiasme, ce flux intérieur, justement, qui fait écho à ce que je vis dans mon milieu extérieur. Écoute Maxime, on arrive aux questions de la fin de cette interview. Il y en a plusieurs, rassure-toi. Est-ce que tu te sens à ta place aujourd'hui? Dans le monde? Oui. Ah ouais, partout. Parce que en fait, j'ai pas grandi à un endroit, comme je le disais en introduction. J'ai vraiment beaucoup bougé en France et puis un petit peu à l'étranger aussi, en Afrique, en Amérique du Sud. Et j'ai vraiment l'impression, et c'est une chance, je le sais, parce qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent justement d'un déracinement, du fait de ne pas se sentir chez soi ou de se sentir chez quelqu'un d'autre. Moi, j'ai vraiment ce sentiment que où que je sois, d'une certaine manière, je suis chez moi parce que c'est l'endroit où la vie émerge, où elle rayonne, et qu'on a en permanence une influence sur ce grand élan vital qui nous entoure. Donc moi, je vis avec cette sensation presque, chevillée au corps, que je suis à ma place parce que je suis ici et maintenant. Est-ce que c'est aussi tes différents voyages qui t'ont appris à te sentir chez toi partout? Oui, il a fallu que je le sois parce qu'en fait, moi, je l'ai pas dit, mais j'ai déménagé une vingtaine ou une trentaine de fois avant 18 ans avec mes parents qui avaient un mode de vie très nomade. C'était des missions. Mon père travaillait dans l'industrie et devait changer de boulot tous les 6 mois, en gros, si je résume. Et moi, j'ai dû à chaque fois arriver dans une classe de CP, de CE1, de CM1, me refaire des amis, savoir un petit peu où est-ce qu'on se trouvait, quel est l'environnement, et me sentir chez moi et à l'aise à chaque fois. Donc, je me suis peut-être entraîné dans mon enfance à penser comme ça. Ça force l'adaptabilité. Ouais, exactement. Donc oui, la place au sens trouver sa place, c'est quelque chose que j'ai chevillé au corps, c'est clair. Et la place dans ce que tu pratiques au quotidien, dans tes activités. Est-ce qu'aujourd'hui tu te sens vraiment là où tu as envie d'être? Oui, au sens où j'ai réussi depuis 2 ans, grâce en fait aux gens qui me lisent et qui me témoignent de la reconnaissance ou qui m'encouragent ou qui m'écrivent tous les jours pour me dire qu'il faut que je continue ce que je fais. J'ai la sensation de faire quelque chose qui plaît, qui a rencontré un public, et ça c'est quand même un fort signal. Je sais pas si tu le ressens, mais de faire quelque chose qui te plaît et qui plaît à d'autres, c'est plutôt un bon signe. Après, moi, je suis vraiment très, très, très dynamique au sens où je vais pas rester longtemps à la même place. Donc, ce que je fais aujourd'hui, je sais que dans quelques années, je ne le ferai plus et que ça aura évolué vers quelque chose que j'espère le plus organique possible, c'est-à-dire que ça aura fait pousser de nouvelles directions, de nouvelles branches. Donc, c'est pour ça que je me dis, tout succès ou toute reconnaissance ou tout sentiment d'être bien aligné à sa place est éphémère. Et donc, l'idée, c'est de voir où est-ce que je vais me sentir à ma place demain. On retrouve encore cette volonté de sortir de sa zone de confort. Oui, aussi, ouais. Et ouais, en effet, le travail que tu fais est colossal. Je pense directement au post que tu écris quotidiennement sur LinkedIn. C'est pas juste 3 phrases, à chaque fois c'est de vrais articles avec des recherches appuyées, et on sent vraiment toutes les ressources qu'il y a derrière et le travail qui en découle. À quoi elle ressemble une journée de Maxime Blondeau? Alors en fait, je passe pas tant de temps que ça sur mes posts. Donc les gens me disent mais je comprends pas, il y a des références scientifiques, etc. Mais je pense que j'ai une gymnastique qui me fait aller très vite. Je me mets un peu dans des états de transe. Ok, j'ai 1 heure, j'ai un sujet. J'utilise beaucoup Google. Je vais faire dans les moteurs de recherche. J'analyse quelles sont les sources que j'estime les plus fiables, les plus intéressantes sur un sujet ou sur une question que je me pose. Et en gros, je passe 1 heure maximum par post. Mais c'est vrai que c'est 1 heure par jour. Toujours à la même heure? Tu as un petit rituel? Non, parce que je le fais beaucoup dans les trains. Quand j'ai 2, 3 heures, 4 heures de train, je me dis j'écris 1, 2, 3 posts. C'est comme ça que je fonctionne. Une journée, sinon, c'est... j'ai 2 petites filles, donc en fait ça commence par emmener mes petites filles à l'école et à la crèche.
Ensuite, c'est réfléchir au poste de la journée, s'il y en a. Parfois, j'en ai écrit suffisamment à l'avance pour que ce soit une journée sans poste. Ensuite, c'est beaucoup de transport et de conférences. Et puis, je rencontre beaucoup de gens quand même. J'ai une vie très sociale. Pour ceux qui connaissent l'énéagramme, que connaît très bien mon épouse, je suis un sous-type social. C'est-à-dire que je me nourris de la rencontre en permanence. Donc, j'ai une vie quand même qui est fondée sur la rencontre et l'échange. Et tu as besoin aussi de moments pour te retrouver seul, loin de relations sociales? Oui, mais alors, pas enfermé. En fait, quand je suis seul, j'ai besoin d'être dans des grands espaces. J'ai besoin d'être dans une montagne, dans une forêt ou sur l'océan ou dans le golfe du Morbihan, d'avoir une espèce de temps. Mes temps solitaires sont des temps d'expansion. Donc, en fait, j'ai besoin d'être dans la nature. Et il y a une fois quelqu'un qui m'avait dit quelle est ta spiritualité? Est-ce que tu es religieux, etc. Et en fait, ma réponse qui était très sincère à l'époque, c'était bien avant d'écrire ce livre, c'était moi j'ai une spiritualité qui est géographique. C'est-à-dire que mes temps vraiment d'intensité spirituelle, ça va être quand je suis dans un environnement qui m'inspire, qui va être une vue, qui va être une forêt, qui va être un lieu en fait. Donc mes temps seuls, j'aime bien les avoir dans des environnements naturels assez puissants. Et c'est des instants qui te traversent, qui sont fugaces, que tu anticipes pas. Oh, je peux vraiment volontairement me dire, je prends ma voiture, ou je prends un train, ou je prends un bateau, et je vais là-bas. Je vais, nous, il y a Belle-Île à quelques heures en face de chez nous, mais ça peut être dans le centre de la Bretagne, ou ça peut être tout proche du golfe du Morbihan. Non, j'y vais parfois volontairement. Je vais m'immerger, me faire des bains parfois de solitude, mais c'est assez rare quand même. Qu'est-ce que le mot émerveillement t'inspire? On en a parlé un petit peu au début de l'interview. L'émerveillement, ça va être, c'est une force, c'est une puissance qui est à double tranchant et qui est à double sens. C'est-à-dire que l'émerveillement, ça peut devenir la fascination. Et la fascination, ça peut devenir la sidération. La sidération, ça vient de sidéral, les étoiles, c'est quand on contemple les étoiles et on se sent totalement impuissant parce que de toute façon, c'est quelque chose de si beau et de si immense et de si grand qu'on n'a pas de prise dessus. Donc en fait, on se retrouve à avoir un émerveillement qui est très passif. Et c'est ce que provoque, je crois, le cinéma, la télévision, ou les médias, ou les jeux vidéo, d'une certaine manière, qui est que moi j'adore. Hein. Je suis très nourri de littérature, de fantastique, d'imaginaire, ça fait vraiment partie de mes... Je disais en intro, quoi. Donc je vois pas ça comme une menace, mais ça peut avoir un espèce d'effet, l'émerveillement, fascination, sidération, qui est contre-productif dans le sens où il nous rend très passifs, et et ça va avec nous sommes bien peu de choses face aux merveilles du monde, nous les humains, quoi. Et je crois qu'à l'inverse, il y a un émerveillement actif. L'émerveillement actif, c'est celui d'aller rechercher activement la beauté des choses. Parce qu'en fait, c'est assez facile d'aller voir la laideur des choses. Hein. On a tout un tas de mécanismes, de réflexes, de programmation, de conditionnement qui nous font réagir à la laideur, ou au dégoût, ou à ce qu'on ignore, à ce qu'on ne connaît pas et qui va générer une forme de méfiance. Et en fait, tous ces mécanismes-là, il faut, je crois, les écouter, mais aussi les convertir en quelque chose qui soit positif, qui soit plus lumineux, qui soit productif, qui soit fertile, qui soit un don à soi et aux autres. Et pour ça, c'est un émerveillement actif. Ça veut dire qu'il faut aller chercher à voir la beauté des choses, et c'est ce qui pousse aussi à l'action. Et quand ça se produit au niveau collectif, c'est-à-dire quand on a un émerveillement collectif, et c'est toute la force du récit, en fait. Et c'est ce que j'essaye de faire souvent, que ce soit à travers ces livres et la puissance des images et des textes, mais aussi demain des récits à la radio ou à la télé, ou des vidéos que je vais écrire peut-être. C'est d'aller produire des visions communes, des émerveillements communs qui soient actifs et qui soient un don à l'espace et au temps, quoi. Et c'est le vrai sens pour moi du mot poésie. La poésie, c'est un émerveillement actif. C'est-à-dire que c'est la volonté délibérée de voir la beauté des choses. Je bois tes paroles, c'est magnifique. Encore une question de perception du monde.
Et la liberté, c'est quoi pour toi ? La liberté. Alors, la liberté... Je vais faire une réponse tellement bateau qu'elle aura peut-être pas grand intérêt, mais la liberté, pour moi, ce n'est pas de ne pas avoir de contraintes, c'est choisir ses contraintes. Et en fait, en ayant des enfants depuis quelques années, j'ai aussi fait le choix de me marier, voilà, qui peut être vu comme une entrave ou une contrainte. Et ben, je vois la beauté de la liberté sous contrainte choisie. Et je trouve qu'elle est beaucoup plus grande et ça se manifeste aussi à l'échelle collective. Le contrat social, c'est ça. Le sens même du mot politique, c'est l'idée que l'on se noue les uns aux autres et que cette solidarité, qui est une contrainte, eh bien, nous emmène collectivement vers un monde plus harmonieux. Parce que l'harmonie, c'est l'interdépendance, c'est le lien. Et là, politiquement, aujourd'hui, on a des grandes puissances médiatiques, financières, économiques, politiques, qui sont en train de placer la liberté au sens libertarien. Donc la liberté individuelle comme étalon suprême ou comme peut-être même sens de l'existence. Et ben, je crois que c'est une erreur. Parce qu'en fait, la liberté absolue, la liberté totale et sans contrainte, pour moi, c'est un cauchemar. C'est un monde dans lequel on n'est pas rattaché, on n'est pas lié au vivant, au non-vivant, on n'est pas lié à l'humain et au non-humain. En fait, c'est la mort. Donc la liberté totale sans contrainte, c'est la mort. Et donc ça, c'est quelque chose que j'ai envie de dire à Elon Musk ou à Donald Trump. Bon, je suis pas sûr que ça les intéresse aujourd'hui. Donc voilà, je dirais que la liberté, c'est ça, c'est la contrainte choisie et c'est justement là que se situent les merveilles pour moi et la vie. Et les contraintes peuvent aussi servir de cap d'une intention vers laquelle tirer, là où sans aucune contrainte, on peut parfois se sentir perdu par trop de choix. Ouais. Oui, ça c'était une phrase, je crois que c'était Michel Benassayag, je crois que c'était son nom, qui disait « Si tout est possible, rien n'est possible ». C'est-à-dire que l'absence de contrainte détruit toute possibilité. Et je crois que savoir voir la beauté ou le caractère attractif, attirant, nourrissant d'une contrainte qu'on a choisie, pas qu'on nous impose. Moi, je suis assez sensible à la contrainte qu'on m'impose, justement parce que j'aime les choisir, mes contraintes. Et c'est ça, la liberté. Et c'est ça qui fait qu'on va dialoguer, qu'on va concerter, qu'on va se concerter, qu'on va créer ensemble. Donc oui, complètement d'accord. La contrainte, elle peut nous faire agir. On arrive à la question signature du podcast. Quel message tu aimerais partager à celles et ceux qui nous écoutent ? Un message ? Alors, je vais partager mes deux baselines classiques, celles que je mets dans les dédicaces de mon livre et celles que je mets parfois à la fin de mes conférences. Les dédicaces de mon livre, c'est prenez soin de vous et du monde. Donc, c'est l'idée que prendre soin de soi, c'est prendre soin du monde. Mais prendre soin du monde, c'est prendre soin de soi aussi. Donc il y a vraiment, on revient sur intérieur-extérieur, cette idée d'aligner cet univers qui nous échappe parfois, qui est infini aussi, qui est psychologique, qui est celui de la conscience et de l'inconscience, avec l'univers physique, biologique, ce qui nous entoure, nos circonstances, les conditions dont on dépend. Donc prenez soin de vous et du monde, c'est le message. Et le deuxième, c'est plutôt lié aux questions écologiques. Moi aujourd'hui, je commence à émerger comme figure, comme voix, on va dire, sur les réseaux sociaux, en tout cas, sur les questions écologiques. Alors sur la question écologique, la clé pour moi, non seulement de la crédibilité, mais aussi de l'engagement, c'est de trouver le juste équilibre entre lucidité et confiance. Aujourd'hui, sur les questions écologiques, il y a plein de gens qui sont très lucides, qui vont vraiment pointer du doigt nos dérèglements, les massacres, les horreurs. Et il y en a sur le plan écologique qui se produisent en ce moment. On mène une guerre contre le vivant sans le savoir. Mais trop de lucidité, ça peut être contre-productif, ça peut figer, ça peut tétaniser, ça peut dégoûter, rendre anxieux aussi. Ça peut créer de l'anxiété. Donc il faut compenser cette lucidité qui est nécessaire. Attention, il ne s'agit pas de ne pas être lucide et de détourner le regard. Il faut compenser cette lucidité par de la confiance. Et générer la confiance, on peut s'appuyer sur le récit,
on peut s'appuyer sur la beauté, on peut s'appuyer sur l'émerveillement, on peut s'appuyer aussi sur la philanthropie, c'est-à-dire le fait de s'aimer, nous humains, envers et contre tout, s'aimer soi-même. Par contre, attention, trop de confiance, pas assez de lucidité, ça peut être dangereux, c'est bien moyen de se prendre un mur ou une gifle. Donc, réconcilier lucidité et confiance sur la question écologique, c'est mon mantra et c'est un message que j'essaye de diffuser partout pour donner de la force à la conscience écologique et aussi pour donner envie d'agir à chacun, même ceux qui sont sceptiques ou qui se sentent agressés par cette injonction. Réconcilier les deux, ça marche. Magnifique. Eh bien écoute, merci beaucoup Maxime pour tous ces partages, c'est passionnant. Merci beaucoup pour ce temps et cette invitation. À très bientôt. Si ce moment t'a plu et nourri, je t'invite à le partager, à laisser quelques étoiles sur iTunes et Spotify, ou à faire une story sur Instagram en identifiant Nouvel Oeil et mon invité de la semaine pour que l'on puisse te repartager. En attendant de se retrouver lundi prochain, tu peux suivre au quotidien mes aventures directement sur Instagram ou le site internet www.nouveloeil-podcast.com. Depuis ce site, tu pourras aussi t'abonner à ma newsletter. J'y partage des inspirations et des petites choses plus personnelles qui font mon quotidien. En attendant le prochain épisode, je te souhaite de savourer la vie comme il se doit et surtout de faire des choses folles.